Il faut comprendre ce qu'est un État. Un État est l'instrument des puissants pour rester au pouvoir et étendre leur pouvoir. Voilà ce qu'est l'État. La plus haute instance dans l'État, c'est le gouvernement. Il sert donc les puissants et doit cimenter ou même étendre leur pouvoir. C'est aussi simple, ce qui compte, c'est la conception de l'État. J'entends souvent la phrase « l'État, c'est nous votons tous, etc. » Tout cela, ce sont des illusions pour le public. L'État, ce n'est pas nous. L'État, c'est cette infime minorité. Et cette minorité est devenue de plus en plus petite. Et de plus en plus de pouvoir s'est concentré entre de moins en moins de mains, et c'est précisément le résultat de cette concentration du pouvoir que nous vivons actuellement. Une autre stratégie perfide, Monsieur Wolf, est l'introduction du logiciel de liaison de données appelé Palantir. Il y a quelques semaines, j'avais été stupéfait quand Alexandre Dobrindt a pris les devants. C'est un logiciel qui combine d'une certaine manière les flux financiers, les profils de déplacement, le comportement sur les réseaux sociaux et la biométrie. Sommes-nous déjà dans un système de crédit social à l'allemande, juste présenté autrement ? Parce qu'on aime bien regarder les Chinois, regarder d'autres pays et s'étonner de voir à quel point ils sont en retard et peu démocratiques. Chez nous, c'est introduit de façon très perfide et sournoise. Oui, c'est effectivement le cas. Et il faut dire que Palantir, à mes yeux, est peut-être même l'entreprise la plus puissante du monde en ce moment. Parce que Palantir vient tout juste d'être mandaté par Donald Trump pour créer cette base de données sur tous les citoyens américains. Palantir organise les données pour les services de renseignement américains, donc pour la CIA, le FBI et la National Security Agency. Palantir organise les données pour le Pentagone, donc pour l'armée américaine. Palantir choisit aussi les cibles de guerre pour l'Ukraine et pour Israël. Et ce qui est très intéressant, c'est que Palantir peut apparemment maintenant aussi générer des guerres lui-même. En fait, il s'agit de ceci. Les Américains ont attaqué l'Iran avec les Israéliens. Le prétexte était que l'Iran était sur le point de posséder des armes nucléaires. Le contexte de toute cette affaire était que l'Agence de l'énergie atomique à Vienne avait publié des documents, puis les Américains et les Israéliens ont relayé que c'était effectivement le cas. Qui organise les données de l'Agence atomique à Vienne ? Personne d'autre que Palantir. Alors, c'est incroyable de voir à quel point Palantir est impliqué partout. L'histoire du fondateur de Palantir, Peter Thiel, est aussi intéressante. Avant de fonder Palantir, il a été l'un des soutiens et mentors de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a fondé Facebook en 2004, plus précisément en février 2004. Le même mois, la Defense Advanced Research Projects Agency américaine, c'est-à-dire l'agence de recherche du ministère de la Défense, a mis fin à un projet. Ce projet comprenait déjà ce que Donald Trump a confié à Palantir, créer une base de données pour tous les Américains. Peter Thiel avait déjà compris qu'il n'était même pas nécessaire de le faire discrètement. On peut aussi le faire ouvertement, en invitant les gens à s'inscrire sur Facebook. Ensuite, après là, on peut récupérer toutes les données via Facebook. Palantir a collecté des milliards de données de Facebook et Peter Thiel a siégé plus de 20 ans à son conseil de surveillance. C'est fou comme tous ces fils se croisent. Avez-vous d'autres infos sur la position de Friedrich Merz ou Ursula von der Leyen concernant Palantir ? Êtes-vous plutôt du côté de la protection des consommateurs ou êtes-vous plutôt favorable à l'utilisation à grande échelle d'un tel logiciel en Allemagne à moyen terme ? Alors, il y a un lien très simple. Friedrich Merz était président du conseil de surveillance de BlackRock Allemagne, le plus grand investisseur institutionnel dans Palantir. Ce sont 3 entreprises, Vanguard, BlackRock et State Street. On constate ici la connexion commerciale directe entre les deux. Fait intéressant, Larry Fink, chef de BlackRock, siège au conseil d'administration du World Economic Forum. Lorsque Larry Fink a passé ses 3 premières années au conseil d'administration du World Economic Forum, Madame Ursula von der Leyen y siégeait également. Donc, il y a toujours des relations directes entre toutes ces différentes personnes. Ils travaillent tous main dans la main en coulisses. Ce que je trouve très intéressant ici, d'après vous, Monsieur Wolf, existe-t-il un gouvernement dans le monde auquel vous faites confiance pour agir dans l'intérêt du peuple ? On dirait qu'ils sont tous corrompus d'une façon ou d'une autre. Que ce soit BlackRock, Peter Thiel, Donald Trump, von der Leyen, Merz, ils suivent tous à peu près le même scénario. Il faut comprendre ce qu'est un État. Un État est l'instrument des puissants pour rester au pouvoir et étendre leur pouvoir. Voilà ce qu'est l'État. La plus haute instance dans l'État, c'est le gouvernement. Il sert donc les puissants et doit cimenter ou même étendre leur pouvoir. C'est aussi simple, l'essentiel, c'est la conception de l'État. J'entends souvent dire que l'État, c'est nous, car nous votons. Mais ce ne sont que des illusions pour le public.
L'État, ce n'est pas nous. L'État, c'est cette infime minorité, et cette minorité est devenue de plus en plus petite. Et de plus en plus de pouvoir s'est concentré entre de moins en moins de mains, et c'est précisément le résultat de cette concentration du pouvoir que nous vivons actuellement. Monsieur Wolf, comment sortir de ce dénigrement de l'État et des élites? Le récit paraît très simple. L'État est mauvais, les entreprises puissantes, et nous, citoyens, restons impuissants. Oui, nous devons toucher à la Constitution. C'est ce que je prêche depuis longtemps. Donc nous devons toucher à la Constitution. Reconnaissons-le, 2 instruments de domination existent. Depuis des millénaires, l'argent est le principal instrument de domination. Plus on en possède, plus on a de pouvoir. Le second instrument de domination apparu ces 50 dernières années, ce sont les données. Celui qui en possède détient du pouvoir. Et tant que ces 2 instruments de domination ne seront pas limités dans les constitutions, nous n'aurons aucune chance de nous défendre contre ces minorités. Donc il faut inclure dans la Constitution une limitation du pouvoir pour l'argent et pour les données. Et je sais qu'on va immédiatement m'accuser d'avoir des fantasmes socialistes. Cela n'a absolument rien à voir avec ça. C'est simplement une mesure raisonnable pour mettre fin une bonne fois pour toutes à ces abus de pouvoir en coulisses. Qu'est-ce qui vous motive, Monsieur Wolf? La peur ou l'espoir? Sans espoir, je n'agirais pas. C'est aussi ce qui me motive. Je ne me considère que comme un petit rouage dans la grande histoire. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et probablement un jour aussi des arrière-petits-enfants, et je ne veux tout simplement pas qu'ils vivent dans une prison numérique. Je réalise que cette prison numérique est déjà bâtie et qu'on est en train d'en fermer les portes et fenêtres. Je souhaite aussi agir pour rendre le monde meilleur et plus libre à l'avenir, et qu'il n'aille pas dans la direction qu'il prend actuellement. Vous venez de très bien le décrire. Donald Trump est dès maintenant en fonction depuis 6 mois. Se pourrait-il que vous ayez sous-estimé Donald Trump d'une certaine manière pendant ces 6 mois? Ou diriez-vous plutôt non? Tout s'est déroulé comme prévu et les fans de Make America Great Again restent dans leur illusion du grand sauveur. Il y a maintenant une grande fracture entre Donald Trump et ses fans de Make America Great Again. En effet, Donald Trump s'est révélé être un menteur notoire au cours des 6 derniers mois. Il a fait beaucoup de promesses à ses partisans qu'il n'a pas tenues. Et maintenant, dans le cadre de cette affaire Epstein, il a clairement montré que sa parole d'hier ne vaut absolument rien pour lui. Mais il est intéressant de noter qu'il y a un autre aspect à cette histoire Epstein. En effet, cette affaire Epstein a complètement captivé l'opinion publique mondiale depuis 2 semaines. Il n'y avait presque aucun autre sujet. Et pour moi, c'est une incroyable manœuvre de diversion, peut-être la plus grande manœuvre de diversion de toute l'histoire américaine, parce que la semaine dernière, 3 lois ont été adoptées, dont presque personne ne parle, 3 lois qui ont ouvert la voie à la monnaie numérique de la Banque centrale. Donald Trump a dit pendant sa campagne électorale qu'il était contre la monnaie numérique de banque centrale. Il ne la laissera pas être introduite. Mais la semaine dernière, les 3 lois suivantes ont été adoptées. Premièrement, le Genius Act, c'est une loi pour promouvoir et établir les stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies qui sont adossées à des valeurs réelles, le plus souvent à des monnaies, principalement au dollar américain. Ensuite, il y a le Clarity Act, qui assimile ces crypto-monnaies à des biens et des titres financiers. Désormais, les ensembles de données sont considérés comme des valeurs physiques. C'est assez intéressant car cela ouvre pratiquement la voie à l'introduction des monnaies numériques de banque centrale. Tout cela passe maintenant par des émetteurs privés, mais tout le terrain est en train d'être préparé. Il suffit ensuite de passer des émetteurs privés à la banque centrale pour obtenir la monnaie numérique de banque centrale. La plus grande tromperie reste la 3e loi adoptée. La 3e loi, c'est l'anti-monnaie numérique de banque centrale Surveillance State Act, donc la loi contre un état de surveillance basé sur la monnaie numérique de banque centrale. Et il est écrit dedans, je l'ai noté, oui, mot à mot. Aucune banque de la Réserve fédérale ne peut fournir à une personne privée, directement ou indirectement, via un établissement financier ou autre, une monnaie numérique de banque centrale ou un actif équivalent. On dirait que cela éliminerait vraiment la monnaie numérique de banque centrale du monde. L'aspect intéressant est la dernière phrase de cette loi. Elle dit en effet « Toutes ces dispositions s'appliquent, sauf si une nouvelle loi fédérale adoptée après l'entrée en vigueur de cette loi les autorise tout de même. » Donc cela contient pratiquement sa propre négation. Cette loi n'a donc d'autre but que de canaliser la résistance de la population américaine, de laisser les gens dans l'illusion. Oui, Donald Trump a agi exactement comme il l'avait dit pendant la campagne électorale. En réalité, il a fait le contraire.
Donc Donald Trump était pour moi le plus grand menteur et escroc qui ait jamais occupé la présidence des États-Unis. Et cela s'est manifesté de façon très très dramatique pour moi la semaine dernière, et cela continuera à se montrer dans un avenir proche. D'ailleurs, Donald Trump est l'un des plus grands bénéficiaires de ces lois. Avec Liberty Financial, Donald Trump et ses 3 fils ont gagné environ 500 millions de dollars ces 2 derniers mois. Il ne fait pas tout cela gratuitement non plus. Je trouve cela intéressant. En même temps, je pense que nous sommes dirigés par de vrais psychopathes. Je veux dire que la corruption, autrefois, se négociait quelque part à Davos ou bien derrière des portes closes. Tout le monde le savait déjà, mais maintenant cela se passe sous les yeux du monde sans que personne ne réagisse. Oui, tout à fait, je trouve cela intéressant. Parfois, je me demande, Donald Trump agit-il de son plein gré ou est-il maintenant victime de chantage pour agir ainsi? Parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un se mette volontairement dans une telle situation. Ce n'est pas simple pour lui non plus. Je doute que Donald Trump termine son mandat, mais quelqu'un attend déjà derrière. Peter Thiel, fondateur de Palantir, est aussi le mentor de J.D. Vance. J.D. Vance est maintenant le vice-président. Et chose intéressante, ces dernières semaines, J.D. Vance s'est un peu éloigné de Donald Trump. Lors de cette attaque contre l'Iran, J.D. Vance l'a même critiqué publiquement. Donc, dernièrement, il ne s'est plus autant rangé derrière Donald Trump. Je peux très bien imaginer qu'on finira par écarter Donald Trump. Soit on dira que cet homme est malade, soit qu'il est maintenant trop âgé. On dira qu'il s'est si mal comporté dans ce scandale qu'il nous faut un autre président. Un événement similaire au Watergate avec Nixon? Puis J.D. Vance succédera, donnant ainsi au complexe financier numérique son représentant à la présidence. Donald Trump a souvent été la dernière lueur d'espoir pour beaucoup, y compris moi, parce que je me suis dit, d'accord, ce type est d'une certaine manière radicalement différent, il dit des choses que beaucoup n'osent pas exprimer. Si même un Donald Trump est compromis, qu'est-ce qu'il reste alors? Il faut vraiment tout recommencer à zéro. Il faut vraiment se détacher de tous ces anciens concepts, de l'idée qu'on peut apporter des changements dans ce système. Tant qu'on ne fait pas vraiment ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire s'attaquer aux constitutions, rien ne changera dans le monde. Ce seront toujours les plus corrompus qui arriveront au pouvoir. Et comme nous sommes actuellement dans une phase historique particulière, l'ancien système financier touche à sa fin et doit être remplacé par un nouveau. Les gens n'accepteront pas ce nouveau système de leur plein gré. De nouvelles données à ce sujet sont aussi assez intéressantes. C'est pourquoi il faut placer les groupes les plus corrompus, donc les meilleurs menteurs, à des postes politiques élevés. Une information intéressante que je viens de croiser. La Douma russe, c'est-à-dire le Parlement russe, vient d'annoncer que le rouble numérique sera introduit en septembre prochain. Et il y a eu un sondage à ce sujet auprès des Russes. Et il est intéressant de noter que 51% des Russes ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas cette nouvelle monnaie. En Russie, où on retrouve les mêmes problèmes qu'aux États-Unis ou en Occident, on ne pourra pas introduire tout ce nouveau système financier de manière normale. Il faudra vraiment mettre les gens sous une pression considérable. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les dossiers Epstein. Est-ce que tout cela n'est qu'une simple diversion? Ou bien ce marécage qu'il faut assécher est-il en réalité bien plus vaste qu'on ne pourrait l'imaginer? Oui, ce marécage est immense. On sait bien que les ultra-riches, ceux qui sont vraiment fortunés, vivent dans une tour d'ivoire et qu'ils se permettent aussi des choses qu'aucune personne normale ne se permettrait. Et Donald Trump et Jeffrey Epstein ont été très proches amis pendant plus de 20 ans. Ils viennent tous les deux de cette haute société new-yorkaise, et cette haute société new-yorkaise n'a pratiquement rien à voir avec la morale ou l'éthique. On peut donc supposer que les pires choses qu'on entend à ce sujet correspondent à la réalité, et que la réalité est probablement encore bien pire. C'est aussi dans ce contexte que je pense qu'on ne pourra peut-être pas maintenir Donald Trump indéfiniment, parce qu'en ce moment, on met au jour tellement d'anciennes fautes de Donald Trump. Je doute fort qu'on puisse continuer à vivre durablement avec un président comme ça, qu'on puisse vivre ainsi. L'avantage de J.D. Vance, c'est qu'il est si jeune qu'il n'a aucun lien avec cette histoire. Donc c'est vraiment... Ce personnage, elle a été choisi de façon très habile. La ministre américaine de la Justice, Bondi, affirme que ces enregistrements totalisent des dizaines de milliers d'heures de matériel pornographique et pédopornographique. Pourquoi ne pas montrer l'exemple en inculpant au moins une célébrité de second ou troisième plan devant la presse? Cela permettrait de relâcher énormément de pression. Oui, je pense qu'ils ont vraiment très peur
Je pense que ces enregistrements ne se trouvent probablement pas seulement chez Madame Bondi, mais aussi dans quelques autres tiroirs. Et que si quelqu'un commence à s'y intéresser, il peut immédiatement redevenir une cible. Je crois que presque tout le monde là-bas a quelque chose à cacher et qu'ils se couvrent un d'entre eux. On voit bien en ce moment que les démocrates ne font absolument rien contre cela parce que chez les démocrates, il y a aussi quelques figures très en vue, donc manifestement très impliquées dans tout ce bourbier. Bill Clinton et d'autres sont également impliqués. Donc, je pense tout simplement qu'il existe un immense réseau de personnes qui ont toutes vraiment des choses à se reprocher, mais ils essayent tous de protéger les autres pour ne pas eux-mêmes être mis sous les projecteurs. Lorsque vous dites, Monsieur Wolff, qu'il faudrait toucher à la Constitution et qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre limiter la création monétaire, cela me semble être une opposition radicale. Et d'une certaine manière, cela ressemble à « levez-vous, descendez dans la rue ». Oui, il est probable que cela arrive. Moi, ce n'est pas mon souhait que tout le monde descende dans la rue, mais il y aura probablement des raisons de le faire. Je suis assez sûr que lorsque cette nouvelle monnaie sera introduite, peu importe la manière dont elle le sera, beaucoup de gens s'y opposeront. Je pense aussi que des sociétés parallèles vont émerger, car l'argent liquide sera supprimé et il ne restera que la monnaie numérique de la Banque centrale. Je pense que, dans la vie quotidienne, les gens reviendront à l'ancienne monnaie, comme les pièces d'argent, qu'une sorte de société parallèle va alors se former. Je pense aussi que beaucoup ne suivront pas volontairement tout le développement de l'intelligence artificielle. Nous allons donc voir disparaître des millions d'emplois dans les mois et années à venir. Et les gens n'accepteront pas cela simplement. Ils finiront par se lever et dire « ça ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose ». Et il faut alors accompagner les gens. Donc vous devez commencer là où c'est vraiment important. L'essentiel, c'est de limiter le pouvoir des données et de l'argent. Ce qui m'a un peu dérouté ces derniers mois, beaucoup répètent « prends de l'argent, de l'or, quelques boîtes de raviolis, de thon, un peu d'eau et essaie de tenir ainsi ». Pensez-vous que c'est aussi simple qu'on peut simplement se retirer comme ça et mener une vie parallèle ? Parce que je pense que lorsque les gens sortiront de leur vie parallèle, ils découvriront dehors, je crois, un monde totalement contrôlé et dictatorial. Nous l'avons déjà constaté lors de la crise du Covid. Il faut aussi reconnaître que beaucoup suivront le mouvement. Je suppose aussi qu'on introduira la monnaie numérique de la Banque centrale en même temps qu'un grand événement, soit par un cybereffondrement, un krach financier majeur ou un bouleversement massif du marché du travail. On dira alors, nous avons trop de chômeurs, nous ne pouvons plus tous vous soutenir. Nous ne pourrons agir que si vous acceptez cette nouvelle monnaie, tout en adaptant aussi les retraites. Donc les dangers sont énormes dans ce moment, que nous soyons effectivement transférés dans cette prison numérique aux fenêtres et portes verrouillées. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'autre moyen de s'y opposer. À part se préparer à une période difficile et bien sûr agir activement, c'est évidemment très important. Donc se retirer et vivre dans une sorte de béatitude, dans un hamac, cela ne fonctionnera pas à long terme. Je veux dire, il suffit de regarder les développements technologiques dans le domaine des drones. Donc les drones, aujourd'hui, les drones peuvent localiser et éliminer chacun des 7 à 8 milliards de personnes sur Terre. Donc nous vivons dans un monde totalement surveillé de toutes parts. Le système de satellite d'Elon Musk joue également un rôle important car il nous observe tous jour et nuit. Nous ne pouvons pas y échapper. Se préparer est une chose, mais œuvrer pour l'éducation en est une autre. La deuxième chose est aussi importante que la première. Vous l'avez parfaitement décrit, Monsieur Wolff, je suis d'accord. Il y aura certainement un événement Black Swan qui sera orchestré d'une manière ou d'une autre afin que les gens, par peur, rejoignent volontairement un tel système. Tout à fait. Oui, en effet. Je crains aussi qu'il soit possible que la guerre au Proche-Orient éclate soudainement, car il s'y passe beaucoup de choses. Il faut dire que ce qui se passe dans la bande de Gaza est vraiment un crime historique absolu. Une chose pareille n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité, que 2 millions de personnes soient affamées et qu'on tire ensuite sur les affamés comme sur des cibles. C'est tellement incroyablement inhumain. Et il y a aussi un plan en arrière-plan auquel, d'ailleurs, Blair, l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, est très fortement impliqué, ce qui est d'ailleurs intéressant. Donc il existe ce plan de déplacer tous les Palestiniens de la bande de Gaza à un moment donné et d'en faire réellement une station de luxe. Je veux dire, il n'y a pas plus de cynisme, ce n'est pas possible. Mais nous vivons dans un monde où le cynisme est vraiment devenu totalement débordant. Trump et Netanyahou, deux grands psychopathes, s'embrassent puis veulent s'attribuer le prix Nobel de la paix. C'est vraiment incroyable.
Le summum du grotesque fut atteint lorsque M. Netanyahou remit à M. Trump la lettre le proposant pour le prix Nobel de la paix.